Il a été laissé seul sur la montagne. C'est une façon horrible de mourir. Je déteste la photo. 13 mai 1999. Un alpiniste lutte encore pour gravir le mont Everest, plusieurs heures après l'heure limite de demi-tour. Tous les guides professionnels connaissent cette règle qui vise à protéger leurs clients. Plus tard, sa compagnie attribuera le problème à la météo. Ils diront que les conditions se sont soudainement dégradées, ils diront que personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. Or, rien de cela ne correspond au registre d'ascension, journaux d'oxygène ni aux témoignages des autres alpinistes ce jour-là. Une seule personne redescend vivante et la seule explication que le monde entend vient de la même entreprise responsable de l'ascension. Pendant les 25 années suivantes, une famille essaiera de comprendre comment leur fils est mort, tandis que des détails essentiels disparaissent discrètement. Voici l'histoire de Michael Matthews et pourquoi beaucoup pensent qu'une compagnie de guides entière a dissimulé ce qui s'est réellement passé sur l'Everest. Bienvenue dans l'extrême. Lorsqu'un être cher meurt dans des circonstances mystérieuses, le doute est une réaction naturelle. Les questions se multiplient, la version officielle ne tient jamais vraiment la route, et certaines familles passent des années, voire des décennies, à chercher la vérité. Michael Matthews était un trader d'options de 22 ans à Londres en 1999. Il travaillait sur un desk de trading dans le quartier financier. Le genre de travail où l'on prend des décisions qui valent des millions de dollars. Avant le déjeuner, il gagnait déjà beaucoup d'argent et menait la vie dont rêvent les jeunes professionnels ambitieux. Michael a hérité de quelque chose de son père, David Matthews, pas de l'argent, mais de l'ambition. David était un milliardaire autodidacte qui était passé du fils d'un mécanicien de garage au propriétaire d'hôtels légendaires. Et cette ambition, ce refus de se contenter de peu, ce désir de se prouver quelque chose à soi-même, Michael portait tout cela, et cela a commencé à se manifester dans l'escalade. Son obsession a débuté à l'adolescence en internat. Son éducation incluait le prix du duc d'Édimbourg, un programme britannique où les jeunes partent en expédition pour forger leur caractère. C'est généralement un atout pour le CV, qui implique du bénévolat et une randonnée obligatoire. Le voyage de Michael était dans les Pyrénées espagnoles. C'était censé être un atout pour le CV, mais Michael est tombé amoureux des montagnes. Michael est revenu de ce voyage avec une soif de rechercher les montagnes et de lire des livres sur des alpinistes célèbres. Et au moment où Michael a quitté l'école, il avait pris une décision. Il allait gravir de vraies montagnes et sa première cible était le mont Kilimandjaro. À 19 400 pieds, pour beaucoup, le Kilimandjaro est une ascension incontournable. On économise des années pour y aller. On réserve une randonnée guidée, on passe une semaine à monter, on prend des photos au sommet et on rentre avec des histoires à raconter lors des dîners. Pas pour Michael, le Kilimandjaro n'était qu'un début, la preuve qu'il était fait pour l'alpinisme. Michael a atteint le sommet avec succès et dès son retour à Londres, il a immédiatement commencé à planifier la prochaine ascension. Cette fois, le défi, c'était les Alpes suisses. Cela comprenait désormais de l'escalade technique avec des piolets, des crampons et des cordes. Michael consacrait ses week-ends à acquérir des compétences d'alpinisme et à gravir des sommets dans les Alpes. En 1999, Michael était prêt. Son corps était adapté à l'altitude, ses compétences d'endurance technique étaient solides. Il était jeune, en forme et avide du défi ultime. Alors il a décidé de s'attaquer à la plus haute montagne du monde, l'Everest. Chez les alpinistes expérimentés, cette décision seule interroge. Voici comment il l'a prise. Un jour, l'année précédente, en 1998, Michael était assis à son bureau de trading à Londres. C'était juste un mardi comme les autres, à fixer des écrans d'ordinateur remplis de chiffres. Son collègue et Jamie Everett s'approchèrent. Ils étaient amis et grimpaient ensemble le week-end. Et Jamie lança sur le bureau de Michael ce magazine qu'il tenait à la main à propos du mont Everest. Il regarda Michael et demanda « Tu veux faire ça ?» Michael baissa les yeux vers le magazine montrant la plus haute montagne du monde. Et sans vraiment y réfléchir, il répondit « Oui, d'accord », et c'était tout. De façon décontractée et spontanée, comme on s'engage à presque n'importe quoi quand on a 22 ans, Michael et Jamie décidèrent de gravir l'Everest. Michael n'a pas simplement réservé un billet pour le Népal et débarqué au camp de base. Il était impulsif, pas imprudent. Il savait que l'Everest exigeait une préparation sérieuse, alors, en janvier 1999, 4 mois avant l'Everest, Michael est allé en Argentine pour gravir l'Aconcagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud, à près de 7000 mètres d'altitude. C'est l'épreuve ultime pour les alpinistes chevronnés, car elle répond à la seule question qui compte, est-ce que ton corps va lâcher au-dessus de 6000 mètres ? Michael l'a gravi avec son père David. Ce devait être un échauffement avant de tenter l'Everest ensemble. Père et fils, debout au sommet du monde, mais il y avait un problème.
David avait subi une opération de la carotide des années auparavant à cause de ses problèmes cardiaques et vasculaires. En très haute altitude, son corps ne fonctionnait plus correctement. L'air raréfié exerçait trop de pression sur son cœur. Alors, lorsqu'ils ont atteint le sommet ensemble en janvier 1999, David a pris une décision sage pour sa santé. Il ne gravirait pas l'Everest avec son fils. S'il ne pouvait pas veiller lui-même sur Michael, il veillerait à ce qu'il ait la meilleure protection possible. L'argent pouvait acheter pour l'expédition de Michael. David a payé 40 000 $ à Out There Trekking, une société de guides basée à Sheffield. 40 000 $ en 1999, c'était une somme considérable. Avec une telle somme, on s'attendrait à n'avoir que le meilleur, et le palmarès d'OTT était justement le meilleur. Ils avaient réussi 29 ascensions lors de 3 expéditions, sans aucun décès. Ils étaient aussi membres fondateurs de l'Association internationale des opérateurs de guides qui établit les normes pour les expéditions commerciales au-dessus de 8000 mètres. L'expédition comprenait également 35 Sherpas. Ce sont des alpinistes experts en haute altitude qui avaient atteint le sommet de l'Everest à plusieurs reprises. Sur le papier, cette expédition était infaillible. Mais David n'a pas simplement transféré l'argent en espérant que tout se passe bien. Il a personnellement rencontré les guides qui seraient responsables de la vie de son fils. Il les a regardés dans les yeux et les a évalués, selon sa propre appréciation. J'ai estimé qu'ils étaient compétents. Michael faisait totalement confiance au jugement de son père. Après tout, David avait construit un empire de plusieurs milliards grâce à ses décisions et à son évaluation des gens. Si David disait que ses guides étaient compétents, alors ils l'étaient. Donc, en avril 1999, Michael s'est envolé pour le Népal. Il a emmené avec lui son collègue et ami Jamie Everett. L'expédition a commencé par une randonnée de 8 jours de Lukla jusqu'au camp de base de l'Everest, et pendant cette marche, Michael a montré à tout le monde exactement pourquoi il avait sa place ici. Il était souvent en tête. Son corps réagissait parfaitement à l'altitude. Pas de maux de tête, pas de nausées, aucun signe du mal des montagnes, juste des progrès constants et solides jour après jour. Lorsqu'ils sont finalement arrivés au camp de base, à la mi-avril 1999, Michael a rencontré le reste de l'équipe d'expédition. Il y avait 13 alpinistes au total, plus 35 Sherpas pour cette expédition. La véritable préparation pour atteindre le sommet de l'Everest a commencé au camp de base, car on ne peut pas simplement sprinter jusqu'au sommet de l'Everest. Votre corps s'arrêterait, vous vous effondreriez. Au sommet, l'air ne contient qu'un tiers de l'oxygène présent au niveau de la mer. Donc, pour survivre, vous devez entraîner votre corps à s'adapter à moins d'oxygène dans son système grâce à des rotations. C'est un cycle brutal, vous grimpez en altitude, dormez dans l'air raréfié, puis redescendez au camp de base pour récupérer, puis vous recommencez en allant plus haut à chaque fois. C'est un processus lent et délibéré qui ne peut pas être précipité. Mais Michael était patient, il respectait le processus. Son compagnon de tente était un alpiniste canadien nommé David Rodney. Au cours des semaines suivantes, Michael et Dave sont devenus de proches amis. Ils ont grimpé ensemble chaque jour de l'expédition. Le corps de Michael s'adaptait bien. Dave Rodney décrira plus tard Michael comme étant fort, préparé, montrant peu de signes de maladie ou d'épuisement pendant toute la période de préparation. Il était prêt, cela se voyait. Début mai, les prévisions météo annonçaient ce que les alpinistes attendaient. Les vents au sommet de l'Everest étaient assez calmes pour l'ascension, alors les chefs d'expédition ont préparé le jour du sommet. C'était l'aboutissement de tout, avec des semaines de préparation, 40 000 $, une vie entière de rêve. Tout se jouait sur une seule tentative, mais alors, quelque chose s'est produit qui a changé les plans de Michael. Lors de sa rotation d'escalade entre le camp 2 et le camp 3, Jamie Everett, son ami, a développé un œdème cérébral. Son cerveau enflait littéralement à l'intérieur de son crâne à cause du manque d'oxygène. C'est l'un des malaises d'altitude les plus dangereux pour un alpiniste. Il a dû redescendre immédiatement. Mais avant que Jamie ne parte, ils ont eu une dernière conversation. Jamie a dit à Michael « Il y a des gens qui t'attendent à la maison, ne prends pas de risques inutiles. » La réponse de Michael était calme et confiante. « Je sais, dis à tout le monde à la maison que je les aime. » On se revoit dans 6 semaines, ce furent les derniers mots que Jamie Everett ait jamais entendus de son ami. Le 13 mai 1999, jour du sommet, Michael s'est réveillé au camp 4 au South Col, à 8000 mètres d'altitude. C'est le point d'entrée dans la zone de la mort. Et ce nom n'est pas poétique, il est littéral. Au-dessus de cette altitude, l'air ne peut pas soutenir la vie humaine. Votre corps commence à mourir lentement dès que vous ouvrez la fermeture éclair de votre tente. Donc, les plans pour atteindre le sommet sont généralement très directs. Vous quittez le camp 4 vers minuit, atteignez le sommet au lever du soleil ou tôt le matin, vers 6 peut-être 7 heures.
Passez un maximum de 15 minutes au sommet, puis redescendez immédiatement. L'aller-retour complet doit prendre entre 8 et 10 heures. C'était le plan que suivait Michael, c'était le protocole qui devait lui sauver la vie. Mais le 13 mai 1999, quelque chose a mal tourné dès le début. Michael a commencé l'ascension avec son guide, Mike Smith. Vers 1h du matin, 1h, après avoir entamé la tentative du sommet, les pas de Michael ont commencé à ralentir. Chaque pas demandait un effort, l'altitude commençait à l'affecter. Même avec de l'oxygène supplémentaire, son corps manquait cruellement d'air. Il était clair que, bien que Michael soit un alpiniste d'élite, il n'était pas encore au niveau d'élite de l'Everest. Mais il a continué à grimper, un pas après l'autre, progressant lentement vers le sommet. Les heures passaient, les autres alpinistes de l'expédition prenaient de l'avance, progressant plus vite et plus fort, tandis que Michael et Mike prenaient du retard sur le groupe principal. En fait, quelque part pendant l'ascension, le chef Sherpa Lakpagilou s'est approché de Michael. C'était l'un des Sherpas les plus expérimentés de la montagne. Un homme qui avait atteint le sommet de l'Everest à plusieurs reprises. Il a pris Michael à part et lui a dit directement « Tu avances trop lentement, tu dois faire demi-tour. Ce n'est pas sûr de continuer. » Pense à ce que cela signifie. Un Sherpa avec des décennies d'expérience sur l'Everest, dont le salaire dépendait du succès des grimpeurs au sommet, te disait de redescendre. Ce n'est pas une simple suggestion, mais une décision professionnelle pouvant te sauver la vie. Mais les guides occidentaux ont ignoré l'avertissement du Sherpa et ont dit à Michael de continuer, que le sommet était proche et qu'il pouvait y arriver s'il avançait encore un peu. Le problème de l'Everest commercial, c'est qu'empêcher un client d'atteindre le sommet, c'est aussi devoir lui expliquer pourquoi vous l'avez privé de son rêve. Et dans une industrie où la réputation est tout, cette conversation peut aussi mettre fin à des carrières. Michael était déjà proche du sommet. Il était lent, oui, mais il était fort et déterminé. Alors Michael a continué à grimper lentement et méthodiquement, un pied devant l'autre, montant de plus en plus haut. Pendant que le soleil montait et que les heures passaient, Dave Rodney, compagnon de tente de Michael, avait entamé plutôt son ascension vers le sommet. Il avançait plus vite et vers 14 heures, Dave descendait déjà du sommet lorsqu'il a croisé Michael au Hillary Step, alors que ce dernier montait encore. Le Hillary Step est un mur de roche et de glace quasi vertical de 25 mètres près du sommet. Après l'avoir descendu, Dave s'est retourné une dernière fois, croisant le regard de Michael, et lui a fait un pouce levé, puis un signe de la main. La suite de cet événement serait débattue pendant des décennies. Michael a continué à monter, et vers 16 heures cet après-midi-là, plus de 16 heures après le moment où il aurait dû être en train de redescendre, Michael Matthews a finalement atteint le sommet de l'Everest. Il l'avait fait malgré les défis présents. Il était le plus jeune brick à avoir jamais atteint le point le plus élevé de la Terre, à 8800 mètres d'altitude. C'était tout ce pourquoi il s'était entraîné, tout ce dont il rêvait depuis que ce magazine avait atterri sur son bureau, et maintenant c'était réel. C'était un exploit incroyable. Michael a sorti son téléphone satellite et a appelé des gens chez lui. La voix remplie de joie et de pur triomphe, il avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Il a aussi pris des photos, il a fait tout ce qu'un alpiniste de l'Everest fait au sommet. Juste à côté de Michael se trouvait Mike Smith, son guide. Il vérifiait sa montre, le ciel et sa jauge d'oxygène, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir peur. 16 heures. C'était dangereusement tard, le soleil commençait déjà à descendre vers l'horizon. Dans quelques heures, il ferait nuit, et ils étaient encore à 8800 mètres dans la zone de la mort. Ils devaient descendre immédiatement. Mike Smith a dit qu'il avait dit à Michael qu'il était temps de partir. Ils ont entamé la descente depuis le sommet, et c'est là que l'histoire se complique. Mike est passé devant Michael pour dégager les cordes fixes qui étaient ensevelies par la neige soufflée, et Michael était censé le suivre. Il a donc laissé Michael au sommet et est descendu seul. Il est descendu jusqu'au balcon à 27 500 pieds, soit environ 1500 pieds plus bas que le sommet. Il s'est arrêté là, a changé sa bouteille d'oxygène et a attendu Michael. Il a attendu plus d'1 heure, peut-être plus longtemps, mais Michael n'est jamais apparu. Il a ensuite contacté par radio le guide principal Nick Kekis au camp 4 et lui a expliqué la situation. Michael avait disparu quelque part entre le sommet et le balcon et Kekis a alors pris une décision. Il a dit à Mike qu'aucune tentative de sauvetage ne pouvait être lancée. Il était déjà trop tard. Pire encore, le temps a commencé à se gâter, une tempête de neige allait frapper. Il était tout simplement trop dangereux de remonter, alors Mike est redescendu au camp 400 son client. Le lendemain matin, le 14 mai, les guides ont dû annoncer à la famille Matthews ce qui était arrivé à leur fils. Et voici l'histoire qu'ils ont racontée. Michael avait atteint le sommet avec succès, mais quelque part lors de la descente, il s'est séparé de son guide.
Malheureusement, le temps s'est détérioré à cause d'une tempête de neige qui a rendu tout sauvetage impossible. Ils leur ont dit que Michael était mort d'épuisement quelque part entre le sommet sud et le balcon, et que personne ne pouvait rien faire, c'était l'histoire. C'était clair, simple et tragique, mais compréhensible. Les montagnes sont dangereuses, le temps change, les gens meurent. La famille Matthews était anéantie, mais elle a cru les guides parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Les guides présents, connaissant la montagne, ont assisté aux faits et organisé une cérémonie commémorative. Malgré la douleur, ils devaient avancer. Ces choses arrivent, surtout dans un sport à haut risque comme l'alpinisme. Et puis, ils ont reçu un appel qui a tout changé. 2 mois après la mort de Michael, en juillet 1999, un homme nommé Jean Krelin a appelé David Matthews. Jean avait participé à la même expédition au TT. Il avait grimpé aux côtés de Michael pendant les rotations d'acclimatation. Il était au camp de base quand Michael a disparu, et Jean détenait des informations que les guides n'avaient pas partagées. Jean lui a raconté, le matériel à oxygène a failli, causant des problèmes à plusieurs alpinistes dont les bouteilles ne fonctionnaient pas correctement. David Matthews était stupéfait. Les guides n'avaient jamais signalé de soucis d'équipement et David s'interrogea. L'oxygène avait-il fait défaut? Cela expliquerait-il la lenteur de Michael et ses difficultés à suivre? Cela ne changerait-il pas toute l'histoire? Alors David a fait ce que n'importe quel père ferait, il a lancé sa propre enquête. Il a contacté d'autres alpinistes de l'expédition, posé des questions et tenté de comprendre ce qui s'était passé sur la montagne, ce qui l'a rendu furieux. OTT Expédition avait fait la publicité des systèmes d'oxygène POASC dans ses brochures. Ces cylindres en alliage de titane, recouverts de Kevlar et de fibres de carbone, étaient la référence en alpinisme de haute altitude. Voilà pourquoi Michael avait payé. David croyait que son fils utilisait cela, mais les alpinistes n'ont pas reçu la même chose. Ce que OTT a fourni, c'était des cylindres LSE, fabriqués au Royaume-Uni, mais surtout, ils étaient associés à des régulateurs de débit POASC. Ce sont 2 systèmes différents et incompatibles qui nécessitent des adaptateurs sur mesure pour les connecter, et c'est là que ça se complique. Plusieurs alpinistes ont dit à David que ces adaptateurs ne s'adaptaient pas correctement. Ils ont dû être modifiés manuellement sur place pour forcer les connexions à fonctionner. Pensez à ce que cela signifie. Vous êtes au camp de base de l'Everest et quelqu'un prend une lime pour meuler des raccords métalliques. Pour faire fonctionner votre système d'oxygène, on lime précisément les composants qui doivent assurer une étanchéité parfaite, les pièces dont votre vie dépend. Dans la zone de la mort, David a parlé à Dave Rodney, le compagnon de tente et proche ami de Michael. Dave a confirmé, les bouteilles d'oxygène étaient des hybrides nécessitant des réparations fréquentes. Le matériel n'était pas à la hauteur des standards promis, mais David n'en avait pas fini. Car le matériel n'était que le début. Il a commencé à s'intéresser à la question de la météo. Les guides avaient signalé une tempête de neige violente, une visibilité nulle et un temps rendant le sauvetage impossible. Mais David a fait une découverte intéressante. Le 13 mai 1999, il y avait une autre expédition sur l'Everest, appelée l'expédition de recherche Mallory et Irvine. Ils recherchaient les corps de 2 alpinistes légendaires qui ont disparu en 1924. Maintenant, cette équipe grimpait du côté nord de l'Everest, mais elle surveillait toute la montagne et tenait des rapports météorologiques détaillés. David a lu ces rapports et ce qu'il a découvert contredisait tout ce que les guides lui avaient dit ce matin-là, a rapporté l'équipe de Nova. C'est une belle matinée, nous sommes à quelques minutes de partir, beau temps, ciel dégagé, conditions parfaites. Plus tard, le même jour où Michael a disparu, ils ont signalé que 14 personnes venant du versant sud, 9 Sherpas, et 5 alpinistes se tenaient au sommet. Mais l'entrée la plus accablante est arrivée ce soir-là. Alors que les guides de Michael affirmaient qu'une violente tempête faisait rage, l'équipe Nova, juste de l'autre côté de la crête au nord, a rapporté ce soir. Les brumes et la neige ont enveloppé la montagne et une légère neige tombe sur nos tentes. Une légère neige, pas une tempête de neige violente, pas un ouragan, juste une légère neige. Et souvenez-vous, Dave Rodney a atteint le sommet et est redescendu le même jour dans les mêmes conditions météorologiques. Il est redescendu sain et sauf alors que Michael a disparu. Si le temps empêchait tout sauvetage, comment Dave Rodney est-il descendu? 14 personnes ont atteint le sommet et l'équipe de Nova a-t-elle parlé d'une légère neige. L'histoire de la météo ne tenait pas debout, mais le coup de grâce est venu lorsque David a interrogé le personnel. Il a découvert que le chef Sherpa Lakfagilou avait essayé d'empêcher cela. Il a averti Michael de faire demi-tour, mais les guides occidentaux, les experts, ont passé outre son avis. Ils ont laissé Michael continuer jusqu'au sommet. C'est là que la peine de David s'est transformée en fureur. La situation était horriblement claire.
L'oxygène défectueux a ralenti son fils, et l'avertissement salvateur d'Asherpa a été ignoré. Et enfin, un guide professionnel a abandonné un jeune épuisé et inexpérimenté, seul dans la zone de la mort. Et lorsqu'il a disparu, personne n'est parti à sa recherche malgré la présence de 35 alpinistes expérimentés. Alors, en 2000, un David Matthews a fait quelque chose d'inédit. Il a intenté un procès civil contre Haute Expédition. Dans le procès, il les a accusés de ne pas avoir assuré un encadrement adéquat, de ne pas avoir fourni des systèmes d'oxygène sûrs et d'avoir manqué à leur devoir de diligence. La réponse d'OTT a été rapide. La société a changé de nom pour devenir Alpine Mountaineering Limited, puis elle a complètement cessé ses activités, elle a tout simplement disparu. L'affaire a été réglée à l'amiable en 2002. De l'argent a été échangé, mais il n'y a eu aucune reconnaissance de culpabilité. Mais David ne voulait pas d'argent, il voulait la justice. Alors en 2006, David a pris une mesure extraordinaire. Il a intenté une poursuite pénale privée pour homicide involontaire devant la couronne de Southwark à Londres. C'est presque inédit dans le droit britannique. Mais le cas de David était clair. Michael était désorienté à cause d'un manque d'oxygène dû à un équipement défectueux. Les guides ont failli à leur devoir de diligence et cet échec a coûté la vie à son fils. Mais ce qui s'est passé ensuite était tout aussi déchirant. Petit détour dans cette histoire incroyable. Chaque semaine sur Patreon, je propose du contenu inédit, vidéos exclusives, analyses ou histoires personnelles non publiées sur YouTube. Si vous voulez découvrir les coulisses avec moi, rejoignez la communauté extrême sur Patreon. On se retrouve là-bas. Malheureusement pour David, les tribunaux n'étaient pas d'accord avec sa logique. L'affaire a été portée devant le juge Jeffrey Rivlin et le juge a rejeté toutes les charges. Le juge a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de négligence grave. L'accusation reposait sur de pures spéculations totalement inadmissibles. Il a déclaré qu'il n'y avait pas la moindre preuve valable que l'oxygène de Michael avait fait défaut à la famille Matthews. Le récit du guide était plein de zones d'ombre, mais sans le corps de Michael pour prouver que la bouteille était vide, il n'y avait aucune preuve, et sans preuve, il n'y avait pas d'affaire. La famille Matthews a essayé de guérir et d'aller de l'avant, malgré le vide laissé par la mort de Michael. C'était jusqu'à ce que James, le frère aîné, grandisse et épouse Pippa Middleton, la sœur de Catherine, princesse de Galles. Cela signifiait que Michael Matthews était devenu le beau-frère de la royauté britannique. Soudain, les Matthews n'étaient plus seulement une famille en deuil, ils étaient proches de la couronne avec les ressources immenses et l'influence que cela implique. Mais tout le statut du monde ne pouvait toujours pas répondre à une question. Où était Michael ? Mais c'est Spencer, le plus jeune, qui portait le flambeau émotionnel. Il n'avait que 10 ans lorsque Michael est mort. Il est devenu une célèbre star de la télé-réalité, mais derrière les caméras, il était hanté. Il ne pouvait pas se débarrasser du cauchemar de son grand frère mourant de froid, seul dans le noir. Comme l'a dit Spencer, la plupart des familles peuvent rendre visite à leurs proches, mais nous n'avons jamais eu cette chance. Des décennies ont passé à se demander ce qui s'était passé. Et puis en 2017, 18 ans après la mort de Michael, quelque chose est arrivé aux Matthews. Cela a tout changé. Un alpiniste a envoyé une photographie à la famille Matthews. Elle montrait un corps sur l'Everest portant une combinaison rouge de sommet. Le corps se trouvait entre le sommet sud et le balcon, exactement là où les guides ont dit que Michael était mort. Pendant 18 ans, la famille avait vécu avec des coordonnées et des rumeurs. Maintenant, ils avaient une preuve visuelle. S'ils pouvaient le retrouver, ils pourraient enfin le ramener chez lui offrir des funérailles dignes et enfin tourner la page. La photographie obsédait particulièrement Spencer. Il ne pouvait pas abandonner, alors il décida de ramener son frère. Mais Spencer n'était pas alpiniste et ne pouvait grimper seul dans la zone de la mort. Que pouvait faire une personnalité télévisée ? Eh bien, il a utilisé ses contacts, il s'est associé à l'expert en survie Bear Grylls et a proposé un documentaire à Disney+. Le projet s'intitulait « À la recherche de Michael ». Le plan était simple mais audacieux. Il financerait une expédition, fouillerait la zone où Michael a disparu, utiliserait des drones, retrouverait tout son corps et le ramènerait chez lui. Spencer a réuni une équipe d'élite dirigée par Nirmal Perja, connu sous le nom de Nimsdai, un alpiniste népalais légendaire qui avait gravi l'Everest 9 fois et réalisé plus de 50 ascensions de sommet de 8000 mètres. Ils ont apporté des technologies de pointe, des drones, des caméras et tout le nécessaire pour une expédition à grande échelle en 2022. L'équipe s'est réunie au camp de base, mais avant l'ascension, Spencer a montré la photo aux Sherpas locaux. Il avait besoin qu'ils tracent l'itinéraire jusqu'au corps. Les Sherpas locaux ont regardé la photographie et en moins de 30 secondes, ils ont identifié le corps. C'était un alpiniste indien inconnu, pas Michael Matthews.
La photographie qui leur avait donné de l'espoir et lancé toute cette expédition était en fait un triste cas d'erreur d'identité. Mais Spencer n'a pas abandonné, car si la photographie ne montrait pas Michael, la question restait entière. Où était Michael? Et pourquoi son corps n'était-il pas là où les guides disaient qu'il serait? Les recherches ont continué et Spencer a passé 5 semaines éprouvantes au camp de base, tandis que l'équipe de Nimsdai a lancé 2 expéditions distinctes dans la zone de la mort. Ils ont quitté l'itinéraire, traversé la neige jusqu'à la poitrine et envoyé des drones dans des crevasses trop dangereuses pour les humains. Ils ont retrouvé de nombreux corps, mais à chaque vérification de visage ou d'écusson, ce n'était jamais Michael. Ils ont même fouillé près des coordonnées indiquées par les guides comme lieu de sa mort. C'était vide. Pas de corps, pas d'équipement, aucune trace. Cela a mené à une prise de conscience glaçante. Soit les guides s'étaient trompés, soit ils n'avaient jamais vraiment su où Michael était mort et avaient inventé un endroit pour donner une sorte de réponse à la famille. Quelle que soit la vérité, le résultat était le même. La famille avait poursuivi un fantôme pendant 23 ans, mais la montagne n'a rien révélé. L'équipe a découvert le corps de Wang Dorshi Sherpa, un guide décédé seulement 2 ans plus tôt, en 2021. Sa famille l'attendait toujours et Spencer a pris la décision que s'il ne pouvait pas retrouver Michael, il pourrait quand même faire une différence pour la famille de quelqu'un d'autre. Alors, l'équipe a récupéré le corps de Wang Dorshi et l'a descendu de la zone de la mort. Ils l'ont également officiellement rendu à sa famille au Népal. Dans le documentaire, on voit la fille de Wang Dorshi s'effondrer lorsqu'elle revoit enfin son père. Elle a pu tourner la page, elle a pu lui dire au revoir. C'était un moment magnifique mais dévastateur. Spencer a offert à cette famille exactement ce qu'il n'a pas pu offrir à la sienne. La famille Matthews a renoncé à d'autres missions de récupération qui auraient de coûter 40 à 70 000 $ de plus et impliquer plus de risques. Des vies de Sherpa sans garantie de le retrouver. Mais le cas de Michael Matthews n'était pas isolé. Un autre alpiniste est aussi mort sur l'Everest alors qu'il était encore en vie. Le sauvetage a duré des heures et la personne présente a finalement dû choisir de laisser mourir 1 ou 2 personnes. Cette décision controversée a été débattue pendant des années et elle a changé à jamais la façon dont les gens voient les Sherpas. Regardez l'une des vidéos les plus vues de toute ma chaîne.